Pourquoi réagissez-vous? Et surtout à qui? Chaque réaction est une réponse à une impulsion qui ne vient pas de vous. Chaque réaction trahit une chose simple, quelqu'un d'autre a agi en premier. Dans les dynamiques de pouvoir, ce détail n'est jamais anodin. Celui qui réagit accepte déjà, consciemment ou non, une position inférieure dans la séquence. On vous a appris que réagir vite, c'est être intelligent, que répondre immédiatement, corriger sur le champ, contre-attaquer sans attendre, serait une preuve de maîtrise. C'est une illusion confortable. En réalité, la rapidité émotionnelle est souvent une faiblesse stratégique. Elle donne l'illusion du contrôle à celui qui vous a provoqué. Vous bougez parce qu'il a bougé. Vous parlez parce qu'il a parlé. Vous justifiez parce qu'il a accusé. Dans tout rapport de force, l'initiative définit la hiérarchie. Celui qui agit impose le rythme. Celui qui réagit le subit. Réagir, c'est entrer dans le cadre de l'autre. Accepter ses règles. Que jouer sur son terrain. Même une réaction brillante reste enfermée dans une logique défensive. Elle ne crée rien. Elle répond. Et répondre, c'est toujours arriver après. Les systèmes de pouvoir ne récompensent pas les plus rapides, mais les plus positionnés. Celui qui déclenche oblige les autres à se dévoiler, à se presser, à faire des erreurs. Celui qui attend observe. Il collecte l'information. Il choisit le moment. Il transforme le silence en pression. Pendant que les réactifs s'agitent, le stratège construit. Il y a donc un conflit fondamental que peu osent regarder en face: agir ou subir, initier ou corriger, conduire ou être conduit. La réaction donne l'impression d'exister, mais elle enferme. L'initiative expose, mais elle domine. Tant que vous répondez au mouvement des autres, vous restez dans leur orbite. Vous pouvez être visible, mais vous n'êtes pas souverain. Le pouvoir réel ne se révèle pas dans la vitesse de la réponse, mais dans la capacité à ne pas en avoir besoin. Machiavel, celui qui agit. En premier écrit, les règles. Machiavel n'observait pas le pouvoir depuis une tour d'ivoire morale. Il l'observait tel qu'il est. Nu, brutal, gouverné par les réactions humaines, plus que par les principes. Pour lui, le pouvoir n'appartient jamais à celui qui répond bien, mais à celui qui oblige les autres à répondre. L'initiative n'est pas un détail tactique, c'est l'axe central de toute domination durable. Dans la pensée machiavélienne, celui qui agit en premier ne fait pas qu'agir. Il crée le cadre. Il définit les options possibles. Il impose le terrain mental sur lequel les autres vont se mouvoir. Une fois le contexte posé, les réactions deviennent prévisibles, limitées, contrôlables. Le véritable pouvoir ne consiste donc pas à être brillant dans la réponse, mais à rendre les réponses des autres inévitables. Répondre, même intelligemment, signifie accepter une structure que vous n'avez pas choisie. Vous jouez un rôle écrit par un autre. À l'inverse, initier, c'est forcer les autres à s'adapter à votre scénario. Machiavel comprenait que l'autorité se construit en amont, dans la capacité à décider quand quelque chose commence, et non dans la manière dont on y réagit une fois que c'est lancé. Il existe une différence fondamentale entre deux types d'acteurs, ceux qui façonnent et ceux qui s'adaptent. Les seconds peuvent être habiles, rapides, compétents, mais ils restent dépendants. Leur intelligence sert à survivre dans un monde que d'autres ont dessiné. Les premiers, n'ont pas besoin d'être parfaits. Ils ont seulement besoin d'occuper la bonne position au bon moment. La position, pour Machiavel, est plus décisive que le talent. Être placé avant vaut mieux qu'être brillant après. Celui qui agit depuis une position dominante peut se permettre l'erreur, le silence, l'attente. Celui qui réagit depuis une position inférieure n'a pas ce luxe. Il est contraint par l'urgence, par la peur de perdre, par la pression du regard extérieur. C'est pourquoi le pouvoir réel ne récompense pas la meilleure réaction, mais la meilleure anticipation. Celui qui avance le premier ne court pas plus vite, il oblige les autres à courir derrière. La réaction, le piège déguisé de l'intelligence. La réaction donne une illusion dangereuse, celle du contrôle. Répondre vite, ajuster, corriger, expliquer, tout cela donne le sentiment d'être actif, engagé, intelligent. Beaucoup confondent mouvement et pouvoir. Or, réagir n'est pas diriger. C'est suivre un rythme imposé par un autre, tout en se persuadant qu'on garde la main. Psychologiquement, la réaction rassure. Elle apaise l'angoisse de l'inaction. Elle donne au cerveau une gratification immédiate: j'ai fait quelque chose. Mais cette gratification est trompeuse. En réalité, celui qui réagit accepte implicitement que le tempo ne lui appartient plus.
Il entre dans une danse dont il ne choisit ni la musique, ni le moment, ni l'intensité. Réagir, c'est se laisser tirer hors de sa trajectoire. Chaque événement extérieur devient une sommation à répondre. Chaque provocation, une invitation à sortir de sa stratégie. Peu à peu, l'agenda personnel disparaît au profit de l'agenda des autres. Le temps n'est plus utilisé pour construire, mais pour réparer. Plus on réagit, plus on vit dans l'urgence, et l'urgence est l'ennemi direct du pouvoir. Celui qui réagit est condamné à expliquer. Expliquer ses décisions, expliquer ses silences, expliquer ses changements de cap, puis à corriger, puis à justifier les corrections. Chaque réaction ouvre une nouvelle brèche, appelle une nouvelle réponse, crée une nouvelle attente. Le pouvoir, et lui, exige l'inverse, la rareté, la cohérence, la stabilité apparente. À force de réagir, on devient prévisible. On peut anticiper vos réponses, déclencher vos émotions, provoquer vos ajustements. Vous êtes lisible, et ce qui est lisible est manipulable. Le pouvoir ne s'effondre pas d'un coup, il s'érode. Lentement, par concessions successives, par micro-ajustements, par la fatigue mentale de toujours devoir rattraper quelque chose. La réaction n'est pas un signe de lucidité. C'est souvent un aveu de position inférieure. Celui qui contrôle n'a pas besoin de répondre à tout. Il choisit quand intervenir, et surtout quand ne pas le faire. Là où la réaction disperse, le pouvoir concentre. Là où la réaction s'épuise, le pouvoir attend. Ce n'est pas l'absence de mouvement qui affaiblit, c'est le mouvement imposé. L'échiquier de Machiavel, celui qui avance, en premier contrôle, l'espace. Machiavel n'a jamais parlé d'échec comme un joueur, mais comme un stratège. Pourtant, l'échiquier est l'une des métaphores les plus justes pour comprendre sa vision du pouvoir. Sur un échiquier, la première vérité est simple, l'espace précède la victoire. Celui qui avance en premier ne gagne pas immédiatement, mais il définit le terrain sur lequel tout le reste va se jouer. Au jeu d'échecs, le premier coup n'est pas une attaque, c'est une occupation. Il ne vise pas l'ennemi, il structure l'espace, il ouvre des lignes, bloque des possibilités, force l'autre à répondre. Dès cet instant, celui qui joue en second n'agit plus librement. Il réagit à une géographie qui ne lui appartient pas. Il se défend contre un monde déjà façonné. Celui qui ne fait que défendre est condamné à reculer. La défense permanente n'est pas une stratégie, c'est une lente capitulation. Chaque coup défensif réduit l'espace disponible, limite les options, augmente la pression. Très vite, la partie ne se joue plus sur la victoire, mais sur la survie, et, dans cette posture, le temps travaille toujours contre vous. Machiavel l'avait compris, le pouvoir ne consiste pas à répondre aux menaces, mais à créer une configuration dans laquelle les menaces deviennent coûteuses pour l'autre. Celui qui contrôle l'espace n'a pas besoin d'être agressif. Il rend simplement certaines actions impossibles, ou trop risquées. L'adversaire n'est pas écrasé. Il est enfermé. Dans la vie réelle, l'échiquier est invisible, mais omniprésent. Ce sont les règles implicites, les cadres de discussion, les délais, les normes, les attentes. Celui qui initie fixe le sujet. Celui qui fixe le sujet contrôle la direction. Celui qui contrôle la direction contrôle l'issue. Réagir, ici encore, c'est accepter de jouer sur le terrain de quelqu'un d'autre. Les leaders puissants ne gagnent pas parce qu'ils ont de meilleures réponses. Ils gagnent parce que les autres n'ont plus de bonnes questions. Ils ont déplacé la partie ailleurs. Ils ont redessiné l'espace. Et pendant que certains cherchent le bon coup défensif, eux avancent déjà sur la prochaine case clé. Sur l'échiquier de Machiavel, le pouvoir appartient toujours à celui qui occupe l'espace avant que les autres ne comprennent qu'il est déjà trop tard. Le premier mouvement crée l'avenir. Le premier mouvement n'est jamais neutre. Il ne se contente pas d'ouvrir une séquence. Il façonne tout ce qui suivra. Dans toute dynamique de pouvoir, l'action initiale agit comme une matrice. Elle détermine les options possibles, les réactions probables, les trajectoires futures. Une fois le premier pas posé, l'avenir commence déjà à se refermer autour de ceux qui n'ont pas choisi. Un mouvement proactif n'est pas une décision isolée, c'est un déclencheur. Il produit une chaîne de réactions qui échappe rapidement au contrôle de ceux qui la subissent. Là où certains voient une simple initiative, et le stratège voit une architecture, chaque conséquence en appelle une autre. Chaque ajustement crée une contrainte supplémentaire pour l'adversaire. Le futur n'est plus ouvert, il est orienté. Celui qui agit en premier impose un rythme.
Et le rythme est une forme de domination invisible. Quand vous définissez la cadence, les autres passent leur temps à rattraper, corriger, s'adapter. Ils n'anticipent plus, ils répondent. Leur énergie est consommée non pas à construire, mais à suivre. Pendant ce temps, celui qui a initié avance déjà vers l'étape suivante. Le pouvoir ne naît pas de la capacité à s'adapter rapidement, mais de la capacité à forcer les autres à s'adapter à vous. Chaque décision proactive oblige l'environnement à se reconfigurer. Les alliés ajustent leurs attentes. Les adversaires modifient leurs plans. Les indécis prennent position. Une seule action bien placée peut redessiner l'ensemble du paysage. Dans cette logique, l'inaction n'est pas une neutralité, c'est une abdication. Celui qui attend que le futur se précise accepte que quelqu'un d'autre le définisse. Il devient dépendant des décisions extérieures, prisonnier de cadres qu'il n'a pas choisis. À l'inverse, celui qui ose initier accepte l'incertitude, mais gagne l'avantage décisif. Il transforme l'inconnu en terrain familier. Machiavel l'aurait formulé sans détour gouverné. C'est précédé, non pas en vitesse, mais en intention. Le premier mouvement n'est pas toujours visible, ni spectaculaire, mais il est irréversible. Une fois qu'il est posé, les autres n'ont plus qu'une option réelle: s'adapter. Et c'est précisément là que le pouvoir prend racine, dans cette capacité froide et lucide à créer un futur auquel les autres n'ont pas été invités à participer, mais qu'ils sont contraints d'habiter. Pourquoi ceux qui réagissent toujours finissent par perdre? Ceux qui ne font que réagir partagent tous la même posture intérieure latente. Ils attendent un signal, une validation, un mouvement extérieur qui leur donnera la permission d'agir. Psychologiquement, ils se perçoivent comme prudents. En réalité, ils sont paralysés. Leur esprit n'est pas tourné vers la création, mais vers l'évitement. La peur est leur moteur principal. Peur de se tromper, peur d'assumer les conséquences, peur d'être critiqué, exposé, contesté. Agir en premier, c'est s'exposer. Réagir, c'est se cacher derrière un événement déjà produit. Tant que l'on répond, on peut toujours dire « je n'ai fait que m'adapter ». Cette phrase est un refuge pour ceux qui fuient la responsabilité du pouvoir. La réaction donne l'illusion de la sécurité. Elle permet de rester dans le jeu sans jamais en prendre la direction. On existe, mais on ne décide pas. On participe, mais on ne domine pas. C'est une stratégie de survie, pas une stratégie de contrôle. Ceux qui réagissent veulent les bénéfices de la position sans en payer le prix psychologique. Mais ce choix a un coût invisible. À force de réagir, l'esprit se conditionne à suivre. La vision stratégique s'atrophie. Le réflexe devient plus important que l'intention. Chaque décision est dictée par une pression extérieure, jamais par une direction intérieure. Peu à peu, ces individus perdent la capacité même d'imaginer un coup d'avance. Dans toute dynamique de pouvoir, celui qui attend se place volontairement en dessous. Il accepte que le cadre, le tempo et les règles soient définis par d'autres. Il devient dépendant, non pas parce qu'il est incompétent, mais parce qu'il a choisi la sécurité émotionnelle plutôt que la souveraineté stratégique. Réagir est une manière élégante de refuser le pouvoir tout en restant visible. On évite la haine, mais on renonce à l'influence. On évite la faute, mais on renonce à l'impact. Et surtout, on ne gagne jamais la partie, parce qu'on n'a jamais tenu les pièces. Ceux qui ne font que répondre au mouvement des autres peuvent survivre longtemps, mais ils ne dominent jamais. Le jeu ne leur appartient pas, et dans un monde gouverné par l'initiative, ne jamais initier revient toujours à perdre lentement, silencieusement, irréversiblement. Être proactif n'est pas être téméraire, c'est être préparé. Il existe une confusion dangereuse entre agir en premier et agir sans réfléchir. Beaucoup assimilent l'initiative à l'impulsivité, comme si le fait d'avancer avant les autres était forcément une preuve d'imprudence. Cette confusion arrange ceux qui n'osent pas prendre la tête du jeu. En réalité, la véritable proactivité est tout l'inverse de la précipitation. L'action impulsive est une réaction déguisée. Elle naît de l'émotion, de la peur de rater une opportunité, du besoin de prouver quelque chose. La proactivité, elle, que naît du silence, de l'observation et du calcul. Celui qui agit en premier sans être prêt se dévoile. Celui qui agit en premier parce qu'il est prêt impose le cadre. Être proactif signifie avoir déjà analysé les forces en présence, anticiper les réactions possibles et accepter les conséquences. Cela suppose une lecture froide de la situation. Le premier mouvement
n'est pas un pari. C'est une conclusion. Le joueur expérimenté ne se lève pas pour bouger ses pièces par excitation, mais parce qu'il sait que le moment est arrivé. Machiavel ne glorifiait pas la brutalité aveugle. Il observait que le temps est une arme. Celui qui frappe trop tôt s'expose inutilement. Celui qui frappe trop tard subit. L'art consiste à agir au moment exact où l'adversaire n'est pas encore prêt à comprendre ce qui se passe. C'est là que l'initiative devient domination. Le véritable avantage du premier mouvement ne réside pas dans la vitesse, mais dans la préparation invisible. Quand l'action survient, elle semble soudaine pour les autres, mais elle est le résultat d'un long travail intérieur. Les observateurs parlent de chance ou d'audace. En réalité, ils n'ont simplement pas vu le temps de maturation. Agir avant les autres, ce n'est pas courir. C'est avoir fini de réfléchir quand les autres hésitent encore. C'est avoir accepté le risque quand les autres négocient avec leur peur. Le proactif n'est pas celui qui bouge le plus vite, mais celui qui a le moins besoin de se justifier après avoir bougé. Dans les dynamiques de pouvoir, l'initiative maîtrisée est un choc silencieux. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle ne demande pas de permission. Elle s'impose parce qu'elle est déjà prête quand les autres commencent seulement à comprendre qu'un mouvement était possible. Application, l'initiative dans le pouvoir et la carrière. Dans le monde réel, le pouvoir ne se gagne pas en travaillant plus dur, mais en agissant avant que les autres ne comprennent où se joue la partie. L'initiative crée un déséquilibre immédiat. Celui qui agit en premier oblige les autres à se positionner, à répondre, à s'adapter. Et dans toute dynamique de pouvoir, celui qui s'adapte n'est jamais en position dominante. Dans la carrière comme dans le leadership, l'avantage décisif appartient à celui qui définit le cadre. Celui qui pose le problème contrôle déjà la solution. Celui qui fixe l'ordre du jour dicte la direction de la discussion. Peu importe la qualité des arguments, débattre dans le cadre d'un autre, c'est déjà accepter sa supériorité stratégique. Les leaders efficaces ne gagnent pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils décident de ce qui mérite d'être discuté. Ils ne répondent pas aux questions, ils les déplacent. Ils ne défendent pas leur position, ils redéfinissent la situation. Le pouvoir commence là où l'on cesse de justifier et où l'on commence à structurer. Dans l'entreprise, le collaborateur qui attend des instructions restera toujours remplaçable. Celui qui propose une direction devient indispensable. Le manager qui réagit aux crises est perçu comme dépassé. Celui qui anticipe et impose des changements avant la crise devient la référence. La différence n'est pas le talent, mais le timing. Les PDG, les responsables politiques, les créateurs de marché ont tous un point commun. Ils ne patientent pas pour que le contexte soit favorable. Ils fabriquent le contexte. Ils annoncent, déplacent, imposent des rythmes, pendant que les autres analysent le moment opportun. Eux l'ont déjà créé. Ne pas attendre le bon moment est une règle tacite du pouvoir. Le bon moment n'existe que pour ceux qui le provoquent. Attendre, c'est accepter que quelqu'un d'autre définisse la fenêtre d'action. Créer le moment, c'est forcer les autres à agir selon vos conditions. L'initiative transforme une position ordinaire en position dominante. Elle ne garantit pas l'absence d'erreur, mais elle garantit le contrôle du tempo. Et dans toute lutte de pouvoir, contrôler le tempo revient à contrôler l'issue. Le prix à payer pour être celui qui agit en premier. Prendre l'initiative n'est jamais neutre. Agir en premier signifie s'exposer. Cela signifie avancer sans garantie, décider sans filet, accepter que la réaction des autres soit imprévisible. Toute action initiale crée un choc, et ce choc attire immédiatement l'attention, la critique, la résistance. Le pouvoir commence toujours par une fracture. Celui qui agit en premier devient visible, et ce qui est visible est jugé, scruté, attaqué. L'initiative transforme une personne ordinaire en cible stratégique. Les erreurs sont amplifiées, les intentions sont suspectées, les décisions sont disséquées. Plus vous avancez, plus vous devenez seul face au regard des autres. C'est précisément pour cette raison que la majorité choisit de réagir plutôt que d'agir. Réagir permet de se cacher derrière le contexte, derrière les événements, derrière les décisions d'autrui. Réagir offre une illusion de sécurité si quelque chose échoue. La responsabilité est diluée. L'initiative, qui, elle, ne pardonne pas. Elle désigne clairement un responsable. Aller en premier, c'est accepter d'être mal compris. C'est accepter d'être critiqué avant d'être respecté. C'est accepter que la reconnaissance, si elle arrive toujours après la confrontation. La validation sociale ne précède jamais le pouvoir. Elle le suit.
parfois longtemps après. La résistance est le prix structurel de l'initiative. Toute tentative de redéfinir un espace menace ceux qui profitaient de l'ancien équilibre. Ils réagissent par l'hostilité, la moquerie, la disqualification, non parce que l'action est mauvaise, mais parce qu'elle modifie les règles implicites du jeu. Le besoin de sécurité est incompatible avec l'exercice réel du pouvoir. Chercher à être protégé, compris, soutenu dès le départ, revient à renoncer à toute position dominante. Le pouvoir n'est pas un espace confortable. C'est une zone de tension permanente où chaque pas en avant déclenche une force opposée. Ceux qui attendent l'absence de risque n'agiront jamais. Ceux qui exigent l'approbation avant de décider resteront toujours en arrière. Le leadership commence là où le confort s'arrête. Et seuls ceux qui acceptent ce coup peuvent réellement avancer. Conclusion. Glacial, celui qui agit. En premier écrit, les règles. Réagir n'est pas une preuve d'intelligence. C'est une erreur stratégique. La réaction place toujours quelqu'un d'autre au centre du jeu. Elle vous enferme dans un cadre que vous n'avez pas choisi, sur un terrain que vous n'avez pas dessiné, avec des règles déjà écrites. Celui qui réagit accepte implicitement une position inférieure. Le pouvoir n'appartient jamais à celui qui répond. Il appartient à celui qui initie, à celui qui force les autres à s'adapter, à celui qui impose le rythme, l'agenda, la direction. Le premier mouvement n'est pas seulement une action, c'est une déclaration de domination. Il définit ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Chaque fois que vous attendez, quelqu'un d'autre avance. Chaque fois que vous analysez trop longtemps, quelqu'un d'autre crée la réalité à laquelle vous devrez vous soumettre. Le monde n'est pas dirigé par les plus prudents, mais par ceux qui acceptent de décider avant que tout soit clair. La clarté vient après le mouvement, jamais avant. Réagir rassure, agir dérange. Réagir donne l'illusion de la sécurité. Agir expose. Mais c'est précisément cette exposition qui crée le pouvoir. Celui qui va en premier accepte d'être critiqué, attaqué, parfois isolé. En échange, il obtient une chose que les autres n'auront jamais, le contrôle du cadre. Il n'existe pas de neutralité dans le jeu du pouvoir. Soit vous écrivez les règles, soit vous les subissez, soit vous créez la situation, soit vous en êtes prisonnier. La passivité n'est pas une position stable, c'est un recul lent et silencieux. Ce n'est pas une question de courage ou de talent, c'est une question de choix. Un choix inconfortable, souvent solitaire, toujours révélateur. Peu sont prêts à en assumer le poids. La majorité préfère suivre, commenter, réagir, expliquer après coup. Reste alors une question, simple et brutale, une question sans réponse confortable. Aller en premier ou passer sa vie à courir derrière les décisions des autres.